Donc l'anatomie du bassin, nous avons décidé de faire le dessin même. Quand on présente, on va dessiner et montrer les différentes parties du bassin. Premièrement, on va définir. Deuxièmement, on va décrire le bassin. Et troisièmement, on va donner les dimensions du bassin. Aujourd'hui, l'objectif quand même, c'est de présenter uniquement le bassin. Parce que lors de la première présentation qu'on a fait, ils ont donné leur point de vue, ils ont donné des amendements. On a vu que Nanya a baigné à alors que le plus important, c'est de comprendre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, les objectifs, c'est de définir le bassin. Et tout le monde sait le bassin. Le bassin, c'est un os. Vous le voyez comme dans le dessin. Chacun a un bassin. OK? Mais ce bassin est constitué des os. Et ces os aussi, il faut qu'on les dise, qu'on les dessine et qu'on vous montre. Donc, on avait commencé à dessiner. Donc, immédiatement, on va continuer avec notre dessin. On ne va pas reprendre. Mais si les uns et les autres veulent qu'on efface et qu'on dessine, on peut le faire aussi. Mais je pense que ça ne vaut pas le coup. OK? Donc, le bassin, c'est une ceinture osseuse. La colonne vertébrale est sur le bassin. Donc, le bassin soutient la colonne vertébrale. Et vous allez voir les rapports avec la colonne vertébrale L4, L5. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on évolue. Mais le bassin aussi s'appuie sur les membres inférieurs. Donc, le bassin est entre les membres inférieurs et la colonne vertébrale. Donc, quelque part, il a un rapport avec certains vertèbres qu'on va vous montrer. Il a un rapport aussi avec certains viscères qu'on va vous montrer. Donc, en faisant ça, il faut qu'on vous délimite le grand bassin et le petit bassin. Donc, le bassin, voilà. Nous, on a dessiné comment? L'os principal même du bassin, il y a plusieurs os, mais l'os principal même du bassin, c'est le sacrum. Et le sacrum est en arrière. OK? Ça, les gars, c'est du malade noir. Donc, c'est ça le sacrum. On a schématisé comme ça. Comme ça. C'est ça le sacrum. Donc, on va décrire tous ces éléments. Vous voyez sa forme. Ça, c'est là-bas. Ça, c'est le en bas. Ça, c'est en haut. Mais en haut, c'est plus large. C'est ça le sacrum. Tout ça là. C'est plus large que sa partie terminale. Et ensuite, il y a une autre caractéristique. Quand tu quittes le plateau, ça c'est le plateau de S1. Ça c'est le plateau, c'est ça le sacrum. On a schématisé comme ça. Comme ça. C'est ça le sacrum. Donc on va décrire tous ces éléments. Vous voyez sa forme. Ça c'est là-bas, ça c'est le en bas, ça c'est en haut. Mais en haut c'est plus large, c'est ça le sacrum, tout ça là. C'est plus large que sa partie terminale. Et ensuite, il y a une autre caractéristique. Quand tu quittes le plateau, ça c'est le plateau de S1. Ça c'est le plateau de S1. Donc S1 aussi, il y a une partie de S1 latéralement qui s'articule avec l'os iliaque. Donc c'est ça cette partie, c'est ça qu'on appelle l'aileron sacré. C'est ça qu'on appelle l'aileron sacré. Voilà. L'os iliaque gauche, l'os iliaque droite. Donc, à l'intérieur même de cet os-là, c'est percé par des trous. Quand tu fais une vue antérieure, c'est ce qu'on a vu, c'est une vue antérieure en Yachine-Nonema. Donc, c'est perforé par des trous qu'on appelle des foramen sacrés. Et ces foramen sacrés sont là pour faciliter le passage des nerfs qui irriguent la face antérieure du pelvis. Donc, latéralement, il y a un foramen, 2, 3, 4. Et cet os même est constitué de 5 vertèbres sacrées. Mais c'est une moyenne qu'on donne. Il y a des gens qui ont 6 vertèbres sacrées. Mais nous, on a pris ici 5 vertèbres sacrées. OK? Donc, il y a 4 foramen qui sont dedans. Donc, maintenant, quand tu regardes sur une vie latérale, une vie médiale sagittale, sensiblement, vous allez comprendre, avec cette vie, vous n'allez pas comprendre que le bassin est concave en avant, mais convexe en arrière. Mais avec cette vue de face, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais c'est cette vue que vous allez comprendre. Vous voyez que cette concavité-là, c'est en avant. Et ça, cette convexité, c'est en arrière. Et derrière ça, il y a le canal vertébral. Et ensuite, derrière tout ça, il y a le processus épineux. Quand quelqu'un qui est trop maigri, quand tu regardes, c'est très facile. Il va se rendre au niveau de la colonne. Sur la ligne médiane, il y a des processus qu'on appelle des processus épineux. OK, donc maintenant, au niveau du sacrum, il y a une particularité. Le sacrum, on a dit que c'est 5 vertèbres sacrées. Mais la particularité là-bas, le processus épineux s'arrête à
à la jonction S4, S5. Donc le processus épineuse ne couvre pas toute cette partie, parce que le sacrum va s'articuler avec le coccyx. Donc, si le processus épineuse s'arrête à ça, ça veut dire quoi? Ça vous fait penser à la rétropulsion du coccyx. Dans le détroit, dans le détroit inférieur, le diamètre antéro-postérieur est très très réduit. Donc, avec la rétropulsion, ça va pousser un peu d'1 ou 2 cm. C'est pour vous expliquer, c'est Dieu qui a fait ça. Le fait que ça, c'est pas couvert par rapport à ça, c'est pas délimité. Donc, à quelqu'un qui fait un ray, c'est pour la rétropulsion. C'est pour la rétropulsion. Donc, ici, vie latérale, vous avez compris que le sacrum est concave en avant, convexe en arrière, mais vie antérieure, vous allez voir les foramen de gauche à droite, ça c'est S2, ça c'est S3, S4 et S5. Donc ils vont s'articuler avec le coccyx. Donc dans cette vue, le pubis, ça empêche un tout petit peu de bien voir le coccyx, mais on m'a schématisé. Donc ça c'est le sacrum. Donc le sacrum a un rapport avec un autre os, les os vertébraux lombaires L4, L5. Donc c'est L5 qui s'articule avec S1. Et le promontoire, c'est pas l'articulation sacro-lombaire, c'est pas ça. Le promontoire, c'est la partie la plus antérieure saillante de S1. Donc le promontoire, c'est pas l'articulation. Parce que moi-même, je pensais que le promontoire, c'était l'articulation entre L5 et S1. Non, c'est pas ça. C'est le point le plus saillant. Donc, vous voyez que j'ai dessiné en rouge pour que vous puissiez comprendre. Le promontoire, c'est ici. Le promontoire, c'est ici. Donc maintenant, quand tu quittes ici, tu viens ici, c'est ça qui va donner les lignes innominées. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, quand on termine les os, on va parler de tout ça. Donc, il a un rapport avec les vertèbres L4 et L5. Il a un rapport avec les deux os iliaques. Donc, ces deux os iliaques aussi, on va prendre un seul os et essayer de décrire les os qui constituent l'os iliaque même. L'os iliaque même, sur le plan embryologique, ils sont constitués de la fusion de 3 os. L'ilion en haut, pardon. Ça, c'est l'ilion. Ilion. Ça, c'est le pubis en avant. Pubis. Et ici, ça, c'est l'ischion. Mais cette partie est en bas, mais en arrière. Et c'est sur cette partie, c'est cette partie qu'on appelle les tubérosités ischiatiques. Tubérosité ischiatique, ok? Quand tu fais comme ça, ce sont tes tubérosités ischiatiques. C'est sur les tubérosités ischiatiques, c'est un repère anatomique très important. On est d'accord? Donc l'os iliaque même est constitué de l'ilion, de l'ischion et du pubis. Ça, c'est les 3 os qui les constituent, sur le plan embryologique même. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour faire la différence entre le grand bassin et le petit bassin, c'est la vue antérieure qui va nous délimiter le grand bassin du petit bassin. Et comme on a fait les lignes innominées, ça commence au niveau du promontoire. Parce que j'ai dit que tout ça là, c'est le sacrum. Ça, c'est l'aileron sacré, c'est ça qui s'articule avec ça. Mais le promontoire, c'est ici. Ce dessin que j'ai fait ici, je vais essayer de mettre en rouge. C'est ça les lignes innominées. Avec les lignes innominées, c'est ce qu'on appelle les lignes innominées. Et les lignes innominées vont se terminer au niveau de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est l'articulation entre les deux pubis. C'est ça la symphyse, c'est une articulation. Donc, c'est comme les disques intervertébraux aussi. Ils jouent un rôle lors de l'accouchement. Okay? Mais après, on va parler de tout ça. Donc, cette ligne innominée, c'est ça qui délimite, c'est ça qui différencie le grand bassin du petit bassin. Donc maintenant, tous les organes qui sont en dessus de cette ligne innominée font partie du grand bassin. Et tous les organes qui sont en bas de cette ligne innominée font partie du pelvis mineur ou petit bassin. Donc maintenant, les os qui constituent ce petit bassin aussi, c'est en ce moment on va caractériser ça. Donc c'est la vue latérale qui vous permet de comprendre le détroit moyen et le détroit inférieur. Mais cette vue
antérieur va nous permettre de comprendre le détroit supérieur. Donc, on va s'attaquer au détroit supérieur après qu'on a montré les os, le grand bassin, l'os iliaque avec la crête iliaque, gauche et droite. Cette partie est réservée aux viscères. À droite, il y a le côlon ascendant. À droite de l'individu, il y a le côlon ascendant. En bas de ça, il y a l'appendice. Et ensuite, il y a la jonction ilio-chocale. Donc ça, c'est dans la fosse iliaque droite. Au appendicite, nous, on palpe là-bas avec le point de McBurney. Ça vous permet de déduire qu'il y a une appendicite. C'est par rapport à la citation anatomique. C'est ça, ce sont des viscères du grand bassin. OK? Et ensuite, à gauche, il y a les sigmoïdes, il y a l'ampoule rectale, il y a tout ce qui s'ensuit. C'est pour cela quand une femme vient en travail, il faut vider sa vessie et il faut vider le rectum. Parce que le rectum est en arrière, la vessie est en avant, ça empêche la progression du fœtus. OK? Donc le grand bassin, c'est tous les organes qui sont en haut, et le petit bassin, c'est tous les organes qui sont en bas. Il reste deux diamètres. Le diamètre oblique gauche et le diamètre oblique droit, 12 cm. C'est le bon diamètre. Pourquoi? C'est le bon diamètre. Pourquoi? Parce que quand on se réfère au dessin, les ailerons, tant, vous allez voir que ici à ici, non seulement c'est 12 cm, mais vous voyez que ici, quand on dessine comme ça, c'est un rayon, c'est un arc qui est régulier. Contrairement quand tu viens ici, ça, c'est pas régulier. Donc c'est pour cela, si la tête s'engage au niveau de l'occiput ici, ça va augmenter la flexion. Et si ça augmente la flexion, glissement mignon. Aujourd'hui, OIGA est la forme la plus toxique. Et 80% des dames, la tête fétale s'engage comme ça. Le fait que c'est facile pour la tête fétale, c'est par rapport à la connaissance de ces différents paramètres. Le fait que la face antérieure est réglée et que la face postérieure est irrégulière, Ninebato, tête imminente, vraiment c'est bien fait. Et contrairement ici, la flexion ne sera pas bien faite, donc il y aura un problème. Quand tu fais les toucher, c'est comme nous fait nous parce que Kungoloma do a donchugo normal kono. Mais Kungoloma do Kungolo a donchugo normal kono. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'accouchement. Mais quand tu connais ça, au moins ce mi-risqué, ça va te donner une idée. Et c'est très important. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on voulait dire par rapport au détroit supérieur, les limites et les diamètres. Donc, le détroit supérieur a 5 diamètres. Donc, les limites, ça, c'est le promoteur en arrière, ainsi de suite. Donc, on évolue. On va voir le détroit moyen. Le détroit moyen. Les limites. Dans les détroits moyens, on en a au Yorod là. On était à ce niveau. Quand tu veux avoir les limites du détroit moyen, il faut une vis sagittale. Fika kolo tigeri. Ni bassin en sur la ligne médiane, kasoroka latéralement. Donc au dessin de on va trouver détroit moyen limite ou donc et détroit inférieur limite ou donc. Mais ce que vous devez comprendre que chacun de vous, parce que notre objectif même, parce qu'il faut qu'on ait d'amener. Mais moi, mon objectif, c'est que chacun de vous soit capable de présenter ça et qu'on envoie à ces gens-là. Surtout mes sages-femmes. Je vous ai dit au départ que je vous aime beaucoup. Mais cet appareil, cet organe qui manque un tout petit peu, que les uns et les autres n'ont pas trop compris. On est honnête entre nous. Ah, bien, on est honnête entre nous. On se dit clairement, non, Niron n'est ma femme. Mettez-vous en tête qu'on peut le comprendre. Parce que les gens qui nous enseignent, ils ont compris. Donc, on fait une femme, étant donné que chacun de nous a un bassin. Donc, je pense qu'on peut le comprendre. Et si on le comprend, vous allez voir dans votre vie professionnelle, il y aura moins de stress. Une seule femme stressée, ce n'est pas normal. Parce qu'il va donner vie à quelqu'un. Mais si tu vois que la seule femme est trop stressée, je pense qu'il y a un petit problème au niveau du bassin. Et c'est ça que j'ai capté. Mon objectif, c'est que j'échange avec vous. Je ne connais pas tout, en toute honnêteté, je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais, c'est ça que je vous ai transmis. Moi, je suis Dr Sougoba Lamine. Je suis le chef de département santé au niveau de l'ONG Mali Health. Tout d'abord, c'est une très grande satisfaction donc, que j'ai
en suivant cette formation, puisque ça rentre dans le cadre du renforcement des capacités alors des personnels techniques, surtout une formation relative donc maintenant au bassin de la femme. Qui parle du bassin de la femme parle forcément en fait de l'accouchement. Et la maîtrise en fait de cette formation, ou du moins les renforcements des compétences dans ce sens-là, permet en fait de conduire à un bon accouchement par les prestataires au niveau de structure. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment de demander, comme je l'ai dit tout de suite en salle, c'est une chance que les stagiaires ont. Parce que rares sont ceux qui organisent ce genre de sessions. Donc maintenant, généralement, le maximum, on l'apprend en salle, mais enfin en classe. Donc maintenant, mais une fois sur le terrain, c'est difficile de recevoir ce genre de compétences. C'est de les demander d'être assidus, donc de suivre ces formations, d'être réguliers. Donc quand ça se passe, en fait, d'y être présent et de capter le maximum d'informations qui est donné pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux donc, lors des pratiques d'accouchement.